Bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information. Mesdames, Messieurs, voici les titres de l'actualité de ce lundi 6 février. La ville de Goma a été le théâtre de marches de protestation contre la force d'Afrique de l'Est. Les activités commerciales sont restées fermées. La journée s'est terminée un peu dans la confusion. À la une également, Kinshasa et ses déchets. Comment gérer les 10 000 tonnes de détritus produits quotidiennement dans la capitale? Voilà le casse-tête devant lequel presque tous se cassent les dents. À l'international, au Nigeria, le président Muhammadu Buhari se donne 7 jours pour résoudre la crise de liquidité qui frappe son pays. Bonsoir à tous. La ville de Goma au Nord Kivu a été le protestations et marches ce lundi. De jeunes sont descendus dans les rues pour protester contre ce qu'ils qualifient de passivité de la force de l'Est. À l'origine, des activistes de la société civile ont appelé à une ville morte. La ville morte a tourné à une protestation qui a paralysé la capitale du Nord Kivu. Suivez. Des jeunes Congolais ont protesté dans la ville de Goma contre la force d'Afrique de l'Est. Ils réclament le départ de ces troupes à qui ils reprochent la passivité face à l'avancée des rebelles du M23. Ce matin à Goma, des barricades ont été dressées sur des routes. Les activités commerciales sont restées fermées. Le gouverneur militaire Constant Ndima a tenté de calmer les manifestants sans forcément y parvenir. Les activistes de la Lucha avaient appelé à une ville morte dans la ville de Goma. Ces membres de ce mouvement citoyen avaient demandé à tout le monde de ne pas travailler ce lundi en signe de protestation contre la force d'Afrique de l'Est. La journée ville morte a tourné à une marche de protestation qui a viré presque à des scènes de pillage. Dans l'après-midi, une confusion régnait encore à Goma. Des jeunes se permettaient d'arrêter les voitures de passants. C'est la troisième fois que la ville de Goma enregistre des manifestations contre la force d'Afrique de l'Est. Samedi 4 février, une autre marche avait été dispersée à coups de gaz lacrymogène, toujours dans cette ville. Pendant ce temps, les combats entre les rebelles du M23 et les FARDC se poursuivent, malgré les recommandations des chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est, qui ont exigé un cessez-le-feu immédiat. Et parlant de la force régionale d'Afrique de l'Est, son mandat est sans équivoque offensif, rappelle le gouvernement congolais, après le 20e sommet extraordinaire de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Dans un communiqué, Kinshasa a salué tout de même l'initiative du président de la communauté des États d'Afrique de l'Est de convoquer cette réunion sur la situation sécuritaire de la RDC. Les détails dans ses commentaires de Fiston Oleko. Dans ce communiqué du gouvernement congolais relatif au dernier sommet extraordinaire de la communauté des États d'Afrique de l'Est, le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, Christophe Lutundula, revient sur le mandat de la force régionale de l'EAC déployée à l'est de la RDC. Pour Kinshasa, il n'y a pas d'embâge. Le mandat de la force régionale est offensif, selon la lettre et l'esprit des communiqués des conclaves des chefs d'État de l'EAC d'avril et juin 2022 à Nairobi, ainsi que le communiqué final du mini-sommet de Luanda tenu le 23 octobre 2022, tout en saluant l'initiative du président du Burundi et président en exercice de la communauté des États d'Afrique de l'Est, le gouvernement congolais a noté avec satisfaction le fait que les participants à ce sommet ont relevé à l'unanimité la non-application de la feuille de route du mini-sommet de Luanda par le M23 à la base de l'escalade dans la province du Nord Kivu. Du point de vue de Kinshasa, qui a réaffirmé son attachement au processus de paix de Nairobi et de Luanda, le dialogue politique interne et externe est nécessaire pour des solutions à de nombreux problèmes que connaît la partie orientale de la RDC, notamment le retrait des M23, la cessation des hostilités, le retour des déplacés comme prévu dans le mini-sommet de Luanda. Pour le gouvernement de la RDC, seul le strict respect des prescrits des 3 conclaves des chefs d'État de l'EAC et du communiqué final du mini-sommet de Luanda du 23 novembre 2022 permettra de réaliser les conditions ci-dessus, de restaurer la confiance entre les États de la région et d'ouvrir des perspectives de paix crédibles. Un casque bleu sud-africain a été tué et un autre grièvement blessé lors d'un tir contre leur hélicoptère dans l'est de la République démocratique du Congo, a annoncé la mission des Nations Unies pour la stabilisation de la RDC. Selon les autorités congolaises, les rebelles du M23 sont à l'origine du tir meurtrier. Enoch Issei.
Dans une déclaration publiée par son porte-parole, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a fermement condamné l'attaque qui a causé aussi plusieurs blessés parmi le casque bleu sud-africain. L'appareil essuyait des tirs aux alentours des 15 heures au cours d'un vol à destination de Goma, la capitale provinciale du Nord Kivu. Selon les médias, le soldat de la paix, bien que grièvement blessé, a pu continuer son vol et avec le reste de l'équipage a réussi à atterrir à l'aéroport de Goma, la capitale provinciale. Aucune information n'a encore été apportée sur les responsables de l'attaque ni sur l'arme utilisée durant l'assaut. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a condamné fermement cette attaque, rappelant dans un communiqué que les attaques contre le casque bleu des Nations Unies peuvent constituer un crime de guerre en vertu du droit international. M. Guterres a appelé les autorités congolaises à enquêter sur cet acte odieux et à traduire rapidement les responsables en justice. Les Nations Unies continueront à soutenir le gouvernement et le peuple congolais dans leurs efforts pour instaurer la paix et la stabilité dans l'est du pays, a-t-il assuré. En mars dernier, 8 casques bleus ont été tués lorsque leur hélicoptère qui s'est écrasé dans une zone de la province du Nord Kivu où l'armée congolaise était engagée dans les violents combats avec le M23. Il faut dire que cette attaque tombe à point nommé qu'un sommet de la communauté d'Afrique de l'Est soit tenu samedi dernier au Burundi, où les dirigeants régionaux ont renouvelé les rappels à un cessez-le-feu immédiat des combats impliqués dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République arabe d'Égypte et celui des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo ont présenté ce lundi leur lettre de créance au président de la République Félix Tshisekedi. C'était au cours d'une cérémonie organisée au palais présidentiel du Mont Ngaliema à Kinshasa. Suivez. C'est sur une diplomate de carrière et de haut rang au sein de services des affaires étrangères que les États-Unis d'Amérique ont porté leur choix pour maintenir la flamme diplomatique avec la République démocratique du Congo, l'une de leurs vieilles amitiés. Lucie Timeline, nouvelle ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis en RDC, a présenté ce lundi ses lettres de créance au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Celui-ci les a chaleureusement reçus à l'image de relations stables qu'entretiennent les deux pays. Madame Timeline a démontré sa capacité à diriger et gérer les missions des États-Unis à l'étranger. Tout récemment, elle exerçait les fonctions de chargée d'affaires ad interim en l'ambassade des États-Unis à Khartoum, au Soudan. Les Béninois, comme les Centrafricains, l'ont aussi connue comme ambassadeur des États-Unis dans le passé. Elle a aussi assumé les fonctions de chef de mission adjoint aux ambassades des États-Unis au Portugal et au Tchad. Forte d'une expérience supplémentaire engrangée au sein de missions des États-Unis auprès de Nations Unies et de leurs agences spécialisées en tant que conseillère économique à la mission des États-Unis auprès de l'Organisation de coopération et de développement économique et commercial, Lucie Timeline fut également chef d'équipe pour la reconstruction provinciale à Erbil, en Irak. Quelques minutes auparavant, c'est l'Égyptien Hicham Abdel Salam El Mekouad, nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République arabe d'Égypte en République démocratique du Congo, qui s'était prêté au même exercice. Celui qui, depuis 2019, est secrétaire général adjoint de l'Agence égyptienne de partenariat pour le développement, a en compagnie de ses collaborateurs et de son épouse présenté ses lettres de créance au chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi. Le diplomate a également remis au président Tshisekedi une œuvre d'art du buste d'un pharaon symbolisant le pouvoir dans le langage culturel égyptien. Ministre plénipotentiaire, chef de mission adjoint à l'ambassade de la République arabe d'Égypte en France entre 2014 et 2019, il fait pourtant ses premiers pas en diplomatie comme attaché diplomatique au département de l'Afrique de l'Ouest du ministère des Affaires étrangères. Hicham Abdel effectuera ensuite un passage en République centrafricaine comme attaché diplomatique de l'ambassade d'Égypte, mais également au royaume hachémite de Jordanie et en Inde.
Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a bouclé son séjour dans les provinces du Kwilu et du Kwango par la ville de Kenge, où il a visité aux premières heures de cette journée 3 centres d'inscription et d'enrôlement des électeurs. Voldi Kengi pour les détails. Venant de Masimanimba dans la province du Kwilu, à son arrivée en fin de la journée à Kenge dans le Kwango, le numéro 1 de la centrale électorale en compagnie du membre de la plénière Fabien Boko a sacrifié au rituel de la présentation des civilités auprès du vice-gouverneur saturnin Tanganbandu Kapangala. La visite de centre d'inscription et d'enrôlement des électeurs dans cette ère opérationnelle 1 tendant vers la fin s'est effectuée sous la conduite du secrétaire exécutif provincial intérimaire Didas Niaou Niaou. Occasion pour le président de la CENI, comme une répétition de l'exercice, de tâter les terrains qui constituent le baromètre de l'opération d'enrôlement des électeurs. Constatant son bon déroulement, dans un climat plutôt calme, Denis Kadima Kazadi a posé quelques questions aussi bien aux préposés à la tâche qu'aux requérants trouvés sur place, pendant que d'autres attendaient leur tour sur le fil d'attente, sans avoir lancé un appel pressant à l'endroit des retardataires. Oui, après ce tour, d'abord j'ai été rassuré par l'administrateur du territoire. Il nous a confirmé qu'il y avait la sécurité dans tout le territoire de Masimanimba. Et puis sur le plan de l'enrôlement, nous avons visité quelques centres et nous avons trouvé que d'une façon générale ça marche. Et si vous voyez, il y a une file qui est assez courte. Nous pensons que le nombre de gens non inscrits diminue de plus en plus. C'est en introduisant l'échange que le président de la CENI a eu avec le personnel permanent et temporaire, le secrétaire exécutif provincial Adi intérim du Kwango, qui a fait un état des lieux de ce qui se passe dans son espace de compétences dans les soucis de voir s'améliorer le rendement des uns et des autres. Avec une attention soutenue, Denis Kadima Kazadi a pris en compte le désirata de ses démembrements de la CENI avec la promesse de parer dans la mesure du possible au plus pressé. Le président Félix Tshisekedi a déploré la situation intolérable de discrimination et d'injustice sociale dans les politiques d'embauche et des politiques salariales au sein de la compagnie sucrière de Kwilu-Ngongo. Félix Tshisekedi a instruit la ministre du portefeuille Adel Kainda, en collaboration avec la cellule climat des affaires de la présidence de la République, de diligenter une mission d'évaluation. Suivez cet extrait choisi par Dieudonné Boinali. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur le rétablissement du dialogue social dans les sociétés du portefeuille de l'État, cas de la compagnie sucrière de Kwilu-Ngongo. Le président de la République a déploré la situation intolérable de discrimination et d'injustice sociale dans les politiques d'embauche et les politiques salariales qui s'observent dans la compagnie sucrière de Kwilu-Ngongo. Cette situation qui proviendrait des recrutements opérés dans le non-respect des dispositions légales, conventionnelles et réglementaires qui régissent cette entreprise agro-industrielle et du fait de l'application des barèmes salariaux disparates et discriminatoires en violation de l'article 86 de la loi numéro 016 du 010 du 15 juillet 2016 portant code du travail en République démocratique du Congo, porte gravement atteinte aux droits des travailleurs qui sont obligés de croupir dans la misère. Pour y faire face, le président de la République a instruit la ministre d'État, ministre du portefeuille, en collaboration avec la cellule climat des affaires de la présidence de la République, de diligenter une mission d'évaluation de la situation sociale au sein de la compagnie sucrière de Kwilu-Ngongo afin que l'État puisse en transmettre ses observations et recommandations au conseil d'administration. Et puis, je le disais dans le titre, la ville de Kinshasa, capitale de la RDC, produit autour de 10 000 tonnes de déchets par jour, dont moins de 10% sont collectés par la ville. La gestion de ces déchets est donc devenue un casse-tête chinois. Si certaines personnes rejettent la responsabilité aux autorités qui n'arrivent pas à assumer une gestion efficiente de ces déchets, d'autres estiment par contre que la responsabilité est partagée et la population y est pour beaucoup. Damani Mujinga. La population de la ville de Kinshasa jette quotidiennement les déchets dans les lieux non autorisés. Alors qu'une campagne de sensibilisation a été menée par les autorités pour mettre fin à cette pratique qui provoque des conséquences néfastes sur l'environnement et la santé de cette population.
Toutefois, la responsabilité de gérer ces déchets revient aux autorités. Le gouvernement aussi a une part des responsabilités, une grande part, parce que je me rappelle, je n'ai pas vécu à cette époque, mais d'après ce que nous relatent nos parents, à l'époque du président Mobutu, partout dans la ville, il y avait de poubelles. Il y avait des poubelles et à chaque fois, on essayait de sensibiliser la population. Alors, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et la population, nous pouvons nous plaindre en disant que non, l'environnement est sale. Mais on n'a rien. Vu qu'il n'y a pas de poubelles, je peux dire que non, je n'ai pas l'intention de polluer l'environnement. Mais quand je vois que non, il n'y a pas une poubelle, je vais toujours jeter ça. Nous avons une défaillance dans l'application de cette loi. Les déchets, c'est quelque chose de normal, mais pour que cela se termine, l'État doit arrêter ce qui laisse les déchets à des endroits inappropriés. Les Quinois sont déjà habitués à ces rites, mais je pense que s'il y avait des sanctions, les gens vont se discipliner. La population a une grosse part de responsabilité dans cette affaire. Elle devra donc faire preuve de changement de mentalité. En tout cas, mon peuple a un problème. Le premier problème, c'est la population elle-même. En aucun jour, vous verrez les autorités venir de chez eux pour jeter les déchets dans les rues. C'est de l'inconscience et un manque de patriotisme qui pousse à agir de la sorte, car si tu aimes ton pays, tu ne jetteras pas les déchets n'importe où. Face à cette situation, la mise en place d'un système de réduction, valorisation et mise en décharge qui préconise dans un premier lieu la réduction de la production des déchets, puis la valorisation des déchets produits. Et enfin, la mise en décharge des déchets résiduels non valorisables. Cette approche permettrait non seulement de lutter contre des milieux dus aux dépôts et décharges sauvages, mais aussi de réduire les émissions des gaz à effet de serre et leurs effets sur le dérèglement climatique. L'actualité, c'est aussi en dehors des frontières congolaises. Le président nigérian Muhammadu Buhari s'est donné 7 jours à partir du 4 février pour résoudre la crise de liquidité qui traverse son pays. Le Nigeria a lancé un processus d'impression de nouveaux billets de banque et compte retirer à la circulation les billets usés de 200, 500 et 1000 naira d'ici le 10 février 2023. Des manifestations sont organisées dans les principales villes du pays pour réclamer la coexistence d'anciens et de nouveaux billets sur le marché nigérian. Edouard Funda. Le président nigérien Muhammadu Buhari s'est donné 7 jours à partir du 4 février 2023 pour résoudre la crise de liquidité que traverse le pays. Le dirigeant nigérien répondait ainsi à des responsables de son parti, le Congrès des progressistes, qui s'inquiétaient de l'effondrement de l'économie nigériane lors d'une rencontre au palais présidentiel le 3 février 2023. Le Nigeria a lancé un processus d'impression de nouveaux billets de banque et compte retirer à la circulation des billets usés de 200, 500 et 1000 naira d'ici le 10 février 2023. Le gouvernement nigérien accuse les banques de plomber l'accès aux nouvelles coupures imprimées par la Banque centrale. Le président Muhammadu Buhari a pointé l'inefficacité des institutions, les nucléaires, les énergies renouvelables, l'hydroélectricité et le charbon. Étant donné que les efforts vers la transition se poursuivent, les initiatives pour la production d'énergie propre se multiplieront, ce qui accélérera la transition énergétique. La tension accrue portée à la sécurité énergétique à la suite de la guerre entre la Russie et l'Ukraine pourrait accélérer la transition énergétique, le pays cherchant à accroître l'accès à l'énergie produite localement, dont une grande partie proviendra probablement des énergies renouvelables et d'autres combustibles non fossiles. Par ailleurs, le document fait remarquer que la guerre en Ukraine ralentira l'activité économique mondiale d'ici 2035 d'environ 3% par rapport aux prévisions de 2022. Ceci en raison de la hausse de prix des denrées alimentaires et de l'énergie ainsi que de la réduction de l'activité commerciale. De plus, BP a revu à la baisse ses prévisions de demande de pétrole et de gaz en 2035 de 5% et 6%, respectivement dans le cadre de son scénario qui repose sur le plan de transition énergétique actuel des gouvernements.
Fin de cette édition, mais avant de la boucler complètement, le rappel des différents titres. La ville de Goma a été le théâtre de protestations contre la force régionale d'Afrique de l'Est. Les activités commerciales sont restées fermées. La journée s'est terminée un peu dans la confusion. À la une, vous l'avez suivi, Kinshasa et ses déchets. Comment gérer les 10 000 tonnes de détritus produits quotidiennement dans la capitale? Voilà le casse-tête devant lequel presque tous se sont cassés les dents. À l'international, vous venez de le suivre, au Nigeria notamment, le président Muhammadu Buhari se donne 7 jours pour résoudre la crise de liquidité qui frappe son pays. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Géopolis Télévision.